L'histoire qu'on va voir aujourd'hui, c'est une histoire qui résiste à l'épreuve du temps et qui, à travers les années, continue de captiver le monde entier. On va parler d'Amelia Earhart, une icône de l'aviation, qui a brisé les barrières en battant record sur record. Mais elle a aussi laissé derrière elle un des mystères les plus profonds de l'histoire de l'aviation. Comment une aviatrice aussi talentueuse qu'elle a pu disparaître en plein vol sans laisser de traces? Et surtout, est-ce que les réponses à ce mystère se trouvent quelque part? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va explorer la vie fascinante d'une des aviatrices les plus légendaires de tous les temps. Et on va surtout essayer de comprendre le mystère qui se cache derrière son histoire. Et ça, en essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer avant sa disparition mystérieuse en 1937. Amelia Mary Earhart est née le 24 juillet 1897 à Atchison, au Kansas. Ses parents sont Edwin Stanton Earhart et Amy Otis Earhart. Et dès son plus jeune âge, la petite Millie, comme elle est surnommée par ses parents, montre beaucoup d'intérêt pour l'aventure et pour le voyage. Déjà à l'âge de 7 ans, elle passait de longues heures dehors à explorer les environs et à jouer avec sa sœur. Et à l'âge de 10 ans, elle découvre pour la première fois un avion. Et ce sera comme une illumination pour Amelia. Non, pas du tout, en fait elle s'en fout royalement à ce moment-là. À l'âge de 10 ans, c'est simplement une enfant curieuse, et c'est en réalité bien plus tard qu'elle se tournera vers l'aviation. La petite Amelia grandit comme ça dans une famille plutôt riche, avec un père avocat, ce qui lui permet de faire des études assez poussées à Chicago et ensuite en Pennsylvanie. Et finalement, après ses études, elle décide de rejoindre sa grande sœur qui se trouve au Canada, et c'est là qu'elle va découvrir les conséquences de la Première Guerre mondiale. Elle va assister comme ça au retour des soldats blessés, et elle décide alors de s'engager comme aide-soignante auprès de la Croix-Rouge canadienne en 1916. L'année d'après, elle va travailler pour un hôpital militaire où elle aide à soigner les victimes de la pandémie de grippe espagnole. C'est une des pandémies qui à l'époque a causé la mort de millions de personnes et d'ailleurs Amelia, elle aussi tombera malade à ce moment-là. Mais heureusement, elle finira par y survivre. Une fois la guerre terminée, Amelia reprend ses études à l'université Columbia de New York où elle suit des cours de préparation à la médecine. Donc à ce moment-là, son parcours est tout tracé, c'est sûr et certain, elle deviendra médecin. Mais très vite, elle se rend compte que les études de médecine, c'est pas vraiment son truc. Et elle finit par abandonner ses études seulement un an plus tard. Et finalement, à l'âge de 23 ans, le père d'Amelia va faire basculer sa vie. Pour rappeler le contexte, on est au début du XXe siècle et c'est le moment où des aviateurs courageux repoussent les limites de ce que l'humanité croyait possible. Amelia est donc née à une époque où les avions ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les vols étaient courts, souvent dangereux et surtout l'aviation était uniquement pour les hommes. Et c'est dans ce contexte que le père d'Amelia décide de l'emmener à la rencontre d'un pilote. Sachant qu'elle s'y intéresse déjà un tout petit peu, il l'emmène dans un aéroport de Long Beach pour faire un tour en avion. Et accompagnée de son père, elle fera alors son tout premier vol. Et rapidement, ça devient alors très clair pour Amelia. Elle adore cette sensation de liberté que lui procure l'aviation. Et d'ailleurs, elle va tellement aimer ça qu'elle voudra apprendre elle-même à piloter un avion. Et en rentrant de ce vol, elle décide d'épargner de l'argent pour pouvoir se payer des leçons de pilotage. Comme elle est très motivée et qu'en plus de ça, elle est née dans une famille assez aisée, en moins d'un an, elle passe son diplôme d'aviatrice. Elle aura même assez d'argent pour s'acheter un avion biplan jaune vif qu'elle décide d'appeler le Canary. Pour la couleur du coup, j'imagine. L'année d'après, elle s'envole à bord de son avion et atteint une altitude de 4300 mètres. C'est tout simplement un record. Aucune femme auparavant avait atteint une telle hauteur. Et en mai 1923, Amelia obtient sa licence de pilote, devenant seulement la 16e américaine à l'acquérir. Mais malheureusement, le monde de l'aviation à cette époque, c'est un monde fermé. Et il est très difficile de percer en tant qu'aviatrice. Et du coup, 2 ans plus tard, elle se fera une raison et elle deviendra alors assistante sociale dans le Massachusetts. Mais elle garde quand même sa passion pour l'aviation dans un petit coin de sa tête. On est à présent en 1927 et c'est l'année où l'aviateur Charles Lindbergh entre dans l'histoire en devenant le premier pilote à relier Paris depuis New York sans escale et en solitaire. Et très vite vient l'idée d'une prouesse similaire mais avec une femme aux commandes cette fois. 5 femmes différentes ont alors eu la chance de tenter l'aventure mais sans succès, aucune d'entre elles n'y arrivera. Mais un jour, en 1928, Amelia est contactée pour tenter de devenir la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Amelia est comme une folle et honnêtement, elle est très confiante et plus que prête à devenir la première femme à traverser l'Atlantique en avion en solitaire. Seul problème, finalement on lui dira qu'elle ne le fera pas seule. En fait, elle accompagnera simplement un pilote et un mécanicien dans la traversée et carrément son rôle se limite à tenir un journal de bord.
Quelques mois après ce premier succès, elle confirme son talent en réalisant une première traversée en solitaire du continent américain. Et en 1930, elle décide de tenter de battre 2 records. Tout d'abord, elle s'attaque à celui du vol le plus haut et elle va tout simplement le pulvériser en atteignant une altitude de 5613 mètres. Et juste après ça, elle va aussi battre le record de la plus grande vitesse avec une vitesse de 291 km/h. Bon, clairement, aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais à ce moment-là, c'était du jamais vu. Et 2 ans plus tard, en 1932, c'est la grande année, l'année de la traversée. Et le 20 mai 1932, à l'âge de 34 ans, elle renouvelle sa traversée de l'Atlantique en solitaire à bord d'un avion Lockheed Vega. Mais la différence, c'est que cette fois, elle le fera complètement seule. Et elle mettra seulement 14 heures et 56 minutes à relier Harbour Grace au Canada à Derry en Irlande du Nord. Et malgré une fuite qui la force à atterrir un peu plus tôt que prévu, elle a réussi. Elle a traversé l'Atlantique en solo. Et comme ça, 5 ans après la traversée de Charles Lindbergh, elle devient la première femme à traverser seule l'océan Atlantique en avion. Et Amelia n'est pas du genre à s'arrêter là. Le 11 janvier 1935, après plusieurs tentatives d'autres aviateurs, elle réalise le tout premier vol en solitaire reliant Hawaï à la Californie. En 1936, Amelia Earhart a une idée un peu spéciale, une idée auquel beaucoup d'aviateurs à l'époque n'osent même pas penser, faire tout simplement le tour du monde. Et maintenant on connaît un peu Amelia, on sait qu'elle prend les choses en main, du coup elle décide tout simplement d'acheter un nouvel avion. Cette fois ce sera un avion Lockheed L-10 Electra qu'elle surnomme son laboratoire volant. Déjà, le nom de l'avion est assez inquiétant. Et en mars 1937, Amelia se lance et décide de faire une première tentative. Mais cette tentative ne pourra malheureusement pas aboutir, soi-disant à cause de problèmes mécaniques. Mais bon, peu importe, du coup elle retente sa chance 3 mois plus tard, mais cette fois elle décide de ne pas faire le vol seule, elle le fera avec un navigateur qui s'appelle Fred Noonan. Ils avaient l'intention de réaliser ce vol historique en suivant un trajet complexe et très ambitieux, et le duo décolle de Miami le 1er juin 1937. Et tout d'abord, Amelia et son navigateur Fred ont volé vers le sud, en s'arrêtant à plusieurs endroits en Amérique du Sud, notamment en Argentine, en Colombie et au Brésil. Et leur prochaine étape de voler de Natal au Brésil à Dakar au Sénégal en traversant l'Atlantique Sud. Jusque-là, tout va bien, ils font un petit détour, mais bon, en même temps c'est eux les aviateurs, il doit y avoir une bonne raison. Après avoir atteint l'Afrique, ils continuent leur périple en traversant le continent, et ils continuent toujours de faire des escales, cette fois-ci en Gambie, en Sierra Leone et au Libéria. Puis ils décident de quitter l'Afrique en traversant l'océan Indien. Et les 2 aviateurs continuent toujours leurs escales, à Calcutta en Inde, à Bangkok en Thaïlande et finalement à Singapour. Leur itinéraire les a conduits alors à Darwin en Australie, et finalement ils arrivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, ils y sont presque, et contre toute attente, Amelia et Fred ont réussi à relier Miami à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parcourant un total d'environ 35 000 km. Mais le voyage n'est pas tout à fait terminé, et ils repartent du coup de l'aérodrome de Lae en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le but d'atteindre une toute petite île qui se situe dans le centre-ouest du Pacifique, à seulement 4000 km d'Hawaï. Et cette île, c'est l'île Howland, et ils devaient s'y arrêter environ 20 heures plus tard, ce qui les permettrait alors de se ravitailler en carburant pour pouvoir rejoindre Hawaï. À partir du moment où ils prennent leur envol pour rejoindre l'île Howland, il leur reste environ 11 000 km pour boucler le tour du monde. Mais bizarrement, les 2 aviateurs n'atteindront jamais leur destination. Et c'est à ce moment-là que le mystère autour de cette histoire a débuté. L'alerte est rapidement donnée le 2 juillet alors que Fred et Amelia ne donnent plus aucun signe de vie. Les derniers messages envoyés par le duo sont alors analysés et dans ces messages, ils expliquent qu'il ne leur reste plus que du carburant pour 30 minutes de vol et qu'ils ne parviennent toujours pas à apercevoir l'île. Des équipes partent alors immédiatement à la recherche des 2 pilotes et de leur avion, mais sans succès. Dès le 3 juillet, l'espoir commence déjà à diminuer en l'absence de traces concrètes. Les recherches s'arrêtent finalement à la mi-juillet 1937, sans parvenir à découvrir ce qui est arrivé à l'avion d'Amelia. Et selon l'hypothèse la plus probable, l'avion aurait dévié de sa trajectoire et se serait perdu. Arrivé à court de carburant, il aurait piqué vers l'océan, disparaissant dans les profondeurs avec les 2 occupants. Mais d'autres théories plus ou moins sérieuses ont tenté d'expliquer cette disparition. Certains ont évoqué que l'engin aurait été abattu ou qu'Amelia et son navigateur Fred auraient été capturés par les Japonais. Sachant que le Japon et les États-Unis à ce moment-là, c'est pas l'amour fou. Une autre théorie suggère que les 2 pilotes ne se seraient pas écrasés en plein océan, mais bien sur l'île Nikumaroro, une toute petite île au Kiribati. Et le mari d'Amelia, George Putnam, a financé des recherches jusqu'en octobre 1937, toujours sans confirmer l'une des hypothèses. L'aviatrice
a finalement été déclaré décédé en janvier 1939. Et presque un siècle après ce drame, les recherches pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer n'ont toujours pas cessé. Mais depuis, des éléments sont venus appuyer l'une des hypothèses, celle de l'île Nikumaroro. En 1940, une expédition a découvert des ossements humains et plusieurs objets, dont un sextant. Un sextant, c'est un objet qui permet, grâce aux astres, d'indiquer une position. Et cet objet était entre autres utilisé pendant le voyage par le navigateur d'Amelia, Fred Noonan. Et même si des recherches ont été menées dès 1941 sur les restes des ossements humains, on ignore toujours ce qui a bien pu se passer après cette découverte. Parce que ceux qui l'ont découvert empêchent tout simplement des analyses ADN supplémentaires, qui pourraient déterminer l'identité de leur propriétaire. Après 1940, d'autres expéditions ont été menées sur l'île, ce qui a encore permis de découvrir d'autres objets qui auraient pu appartenir aux aviateurs, dont des morceaux d'une chaussure et un couteau de poche, qui pourraient faire partie des restes d'un campement par exemple. Et là encore, les objets n'étaient pas suffisants pour conclure avec certitude qu'ils ont bien appartenu à Amelia Earhart et à son navigateur Fred. Et ce sera finalement qu'en 2018, grâce à la technologie et grâce à un professeur d'anthropologie nommé Richard Jans, qu'on pourra en partie avoir une réponse. Ce professeur a mené une nouvelle étude et après comparaison, les mesures prises sur les ossements lors de leur découverte ont affirmé qu'ils étaient plus similaires à Amelia Earhart qu'à 99% des individus d'un vaste échantillon de référence. En gros, il y a 99% de chances que ces ossements appartiennent à Amelia. Mais cette conclusion ne suffit évidemment pas à mettre un terme définitif à cette énigme. L'année d'après, en 2019, un célèbre chasseur d'épaves américain, celui qui a tout simplement découvert l'épave du Titanic, s'est aussi lancé sur la piste de la disparition d'Amelia Earhart en organisant une expédition au large des côtes inhabitées de Nikumaroro pour tenter de résoudre une bonne fois pour toutes le mystère de la disparition d'Amelia Earhart. Mais après plusieurs jours de recherche, aucune trace d'avion ni d'épave a été retrouvée. Et l'une des questions les plus fascinantes autour de la disparition d'Amelia Earhart est de savoir si elle aurait pu survivre à l'accident de son avion. Peut-être qu'elle et son navigateur Fred auraient échoué sur une île et qu'ils auraient alors tenté de survivre tant bien que mal. Même si à mon avis, on s'en serait rendu compte. Malheureusement, la question de savoir ce qui est réellement arrivé reste tout simplement un mystère. Le courage et la détermination d'Amelia Earhart ont ouvert la voie à de nombreuses autres femmes dans le domaine de l'aviation et au fil des années, Amelia Earhart a été commémorée et honorée de nombreuses manières et en 1939, le président des États-Unis a décerné à Amelia Earhart la médaille d'honneur pour sa contribution à l'aviation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui selon vous a bien pu se passer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez suivre la chaîne et soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et nous, on se retrouve très prochainement sur YouTube dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.